oui, Noël avant, c'était une brise soutenue, fraîche, un air sec, le commencement des cerfs-volants dans le ciel. Mais je crois que je suis un peu nostalgique parce que maintenant, c'est un Noël pluvieux, et naturellement sans cerf-volant, avec de la gadoue et de l'eau dans les bottes. Vous allez bien, hein? Très bien, merci. Toi aussi? Très bien. Ah, Flashy. Très bien, et je vois qu'il fait plus frais. Oui, Ça va très bien, merci. Christian, ta partenaire t'honore, elle te donne du brillant. Tout à fait. Et bien c'est la raison pour C'est pour laquelle, ça que, oui. c'est la raison pour laquelle on t'a confié à L'édito. l'unanimité l'édito d'aujourd'hui. Voilà. Alors, c'est un édito que Gérard m'a proposé. Comment tu dis tout Je ça? partage, bien sûr. Ouais. Il est lié au jazz à la Martinique. Et l'intitulé du propos, c'est 2025, l'année de la maturité. Yes. En Martinique, le jazz n'est plus une parenthèse culturelle. Il n'est plus un rendez-vous occasionnel. Il n'est plus une musique réservée à quelques initiés. En 2025, le jazz s'est installé. Il est devenu un langage structuré, assumé. Un langage qui dit quelque chose de profond sur l'île et sur sa place dans le monde musical contemporain. Cette maturité ne doit rien au hasard. Elle s'est construite dans le temps, patience après patience, par des rendez-vous devenus des repères. D'abord, Jazz et musique populaire, initié par le CMAC. Puis Martinique Jazz Festival. Ensuite, Titac Jazz, porté par Tropicatrium. Une programmation lisible, exigeante, où se croisent des artistes confirmés, des jeunes musiciens martiniquais, des voix venues de la Caraïbe et d'ailleurs. Ici, le jazz n'est ni importé, ni figé. Il circule. Il se transmet. Il relie les générations, les territoires, les esthétiques. À l'origine de cette dynamique, il faut aussi rappeler le rôle fondateur de Biggin Jazz Festival. Une approche qui a favorisé le développement du jazz de nos territoires et des Antilles. Une démarche essentielle. Une démarche qui a remis au centre une évidence longtemps marginalisée. Ici, le jazz a une histoire propre. Le concert anniversaire du Biggin Jazz Collective pour les 20 ans du festival l'a clairement démontré. Il ne s'agissait pas de célébrer un passé figé, mais de faire entendre que le rythme de la Biggin reste une matière vivante, capable d'inspirer les musiciens d'aujourd'hui, capable de nourrir des écritures contemporaines, capable de dialoguer avec le monde sans perdre son ancrage. Et puis, il y a eu jazz à la pointe, il y a eu jazz en battle, il y a eu jazz créole, il y a eu jazz Belle Étoile à Saint-Joseph. Des soirées et des moments en plein air de très bonne qualité. Le jazz aux Antilles, c'est aujourd'hui une réalité. Et il est très bien que la Martinique entière, comme les Antilles, puissent le partager et soutenir les créateurs de nouvelles générations. Bravo. Vous savez que vous aurez tous à faire des éditos dorénavant, vous avez compris ça? Oh, Avec le droit plaisir. menaçant n'est pas nécessaire. Ah, d'accord, je l'enlève. Bien, je viens le point alors. Très bien. Alors, on va continuer dans ce même élan. On fait un petit jingle pour mettre de l'aération dans ça. Alors, Monsieur le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a fait adopter le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ça fait la PLFSS. C'est adorable comme acronyme. Sans utiliser le 49.3, ça veut dire que c'était possible. Tu développes? Oui, et Frédéric. j'en mange mon chapeau. J'en mange mon chapeau publiquement, hein, puisque j'étais particulièrement convaincue qu'à ces heures de division parlementaire, de droite, de gauche et même du centre à l'époque, eh bien, nous irions tout droit vers une dissolution. Et eh bien, je me suis trompée, puisque nous sommes sur un moment politique structurant avec un Premier ministre qui a mis en scène une rupture avec les pratiques précédentes, des pratiques qui devenait habituel pour le gouvernement macroniste, qui était le recours systématique au 49.3. Et là, on se retrouve avec un Premier ministre qui a réussi à faire accepter des concessions majeures à la gauche, notamment avec les sujets des retraites, de la santé, des prestations sociales, bon, dans un temps où l'équilibre budgétaire est plus que menacé, mais en parvenant également à droite à préserver l'équilibre par des ajustements toutefois sur ces compromis de gauche assez limités et surtout un discours de continuité budgétaire. Alors oui, je pense qu'aujourd'hui, le Premier ministre, alors que nous avions pour une grande partie des observateurs ici sur ce plateau prédit qu'il n'y parviendrait pas,
il a trouvé un équilibre. Alors, est-ce que c'est aujourd'hui un chef de camp? Je n'en suis pas convaincue parce que c'est un équilibre qui reste un équilibre fragile avec des ajustements limités, un discours de continuité budgétaire, alors qu'aujourd'hui on recherche véritablement une rupture. C'est ce que les sondages énoncent, les sondages prouvent. Néanmoins, la victoire reste reconnaissable, hein, mais elle reste fragile puisque la soutenabilité du compromis est incertaine. C'est aujourd'hui un médiateur, certes, mais pas nécessairement un chef de camp. Ce chef de camp, je pense que la politique française l'attend toujours au niveau des décisions. Néanmoins, on ne peut que reconnaître avec 247 voix pour, il a transformé un équilibre arithmétique extrêmement précaire, puisqu'il a été soutenu par les socialistes et il a eu la chance de bénéficier de beaucoup d'abstention. Il n'a pas succombé à la tentation du 49-3 et il est resté fidèle aux promesses qu'il avait énoncées lors de sa première ou deuxième investigation, puisqu'il a été Premier ministre par 2 fois. C'était une petite pointe d'ironie que vous me pardonnerez. En tout cas, chapeau l'artiste et affaire à suivre. Est-ce que c'est le commencement de l'apprentissage du parlementarisme? Question à tout le monde, pour la France. Eh bien, si ça l'est, cher Gérard, et je pense que ça l'est assez objectivement, tu as raison de le souligner, est-ce que c'est le bon moment de l'être à une heure où le pays réclame finalement, comme le monde entier, beaucoup moins de compromis, beaucoup plus de coupes, beaucoup plus de décisions? Est-on vraiment dans cette ère? Est-ce qu'il ne fallait pas le faire un petit peu avant? Ben, on n'avait pas le choix, me semble-t-il, hein, parce que il faut que le pays avance. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de majorité et peut-être qu'il faut effectivement sortir de cette bipolarité où il y avait toujours une majorité, quoi qu'il arrive, ce qui fait que le Parlement était un peu un parlement croupion, parce que finalement, il suffisait d'entériner. Là, maintenant, le Parlement doit jouer véritablement son rôle et sortir des positions politiciennes. C'est bien, c'est bien. Oui, la culture du compromis, c'est une culture qu'il faut viser. D'ailleurs, c'est ce que souhaite le peuple. Chaque fois qu'on l'écoute en ce moment, il dit, mais mettez-vous d'accord, arrêtez de nous encailler dans ce débat interminable. Et là, bah, il semble qu'il ait entendu. Alors, tout le monde dit que ce n'est pas le bon budget, mais c'est au moins le moins pire. Il fallait choisir entre deux mauvaises décisions. Eh bien, c'est peut-être la moins mauvaise qui a été choisie. Je suis d'accord avec vous. Pendant que tu as la parole, on va parler de choses un peu plus terre à terre. Même au niveau des routes, on va parler du décryptage du règlement. C'est quand même un règlement européen sur les batteries, les obligations de recyclage, de traçabilité et de diligence raisonnable et de leurs impacts sur les importateurs. Et est-ce que ça peut fonctionner ici, outre-mer? Alors, bah, d'abord, rappeler ce que c'est que ce règlement européen qui est en vigueur depuis 2023 et qui instaure des obligations strictes en matière de collecte, de recyclage et d'utilisation de matériaux recyclés pour en quelque sorte installer une véritable économie circulaire autour de la batterie. Puisque la batterie à l'origine est porteur de l'écologie pour une mobilité à bas carbone, à condition que l'écosystème qui entoure la batterie soit vertueuse, ce qui n'est aujourd'hui pas encore le cas. Donc l'Europe se donne les moyens d'obliger les écosystèmes à s'organiser. C'est contraignant, mais c'est réaliste à l'échelle européenne. Est-ce que ça l'est à l'échelle martiniquaise? Là, c'est une vraie question, parce que la réalité à la Martinique, la réalité, c'est que quand on regarde les chiffres précis, on estime qu'à l'horizon 2030, il y aura un parc roulant de 8000 véhicules électriques en Martinique. Quand on prend le poids des batteries, qu'on multiplie par le nombre de véhicules, il s'agit de 3200 tonnes de batteries à recycler. 3200 tonnes, c'est colossal. Ce sont des montants très importants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les batteries, on peut très difficilement les exporter parce que c'est dangereux. Alors, il y a des solutions dans des containers protégés, etc. C'est très coûteux. Le coût moyen qu'on peut estimer par tonne de transport de batterie pour réexpédier tout ça vers l'Europe,
on parle de 5 000, enfin ça va de 5 à 10 000 euros la tonne. Donc quand on additionne sur le stock de batteries qu'il faudrait juste transporter, on parle de budgets qui vont de 10 à 15 millions d'euros. Ce sont des sommes colossales. Colossal. Et que, objectivement, la filière économique locale n'est pas en capacité de supporter. Donc là, on est face à ce défi. Si on ne peut pas transporter, eh bien, peut-on créer des usines locales de traitement des batteries? Alors pourquoi pas? Aujourd'hui, ça n'est pas possible compte tenu du modèle économique qui ne sera pas au rendez-vous. L'équation économique ne sera pas résolue parce que la masse critique est insuffisante. On est sur des trop petits marchés pour justifier des investissements Colossaux. qui ne sont pas du tout en proportion des rentabilités attendues, d'autant plus qu'il y a une vraie compétition mondiale autour du traitement des batteries. Il y a des usines dans le monde qui s'organisent et que, en rentrant dans ce champ-là, on se met en compétition avec le reste du monde. Mmh. Et là, on serait perdant, à l'échelle de la Martinique en tout cas. Donc la compétitivité ne serait pas au rendez-vous. Mais pourtant, on est obligé de trouver des solutions. Donc il faut de toute manière tout investiguer. Alors, fort heureusement, la technologie évolue. Peut-être que demain, on va avoir des solutions de miniaturisation des usines pour trouver des coûts qui soient adaptés aux marchés insulaires. C'est pas exclu. Il y a quand même, il faut faire le pari du progrès. Donc ça, c'est des choses qu'il faut observer. Mais en tout cas, il faudrait qu'en Martinique, nous ayons des autorités qui se préoccupent de tout ça et qui benchmarkent toutes les solutions en coopération avec les acteurs économiques. Ça, on revient sur la coopération publique-privée qui me semble fondamentale en la matière. Et puis, on peut imaginer, alors là, ce sont des pistes ouvertes, on peut imaginer, pourquoi pas, que la Martinique prenne le lead d'un traitement régional en massifiant les besoins qu'il y a sur toute la Caraïbe, parce que la batterie électrique, ça n'est pas une exclusivité des territoires français. Vous avez la même problématique dans tout le bassin caribéen. Donc, si on installe une unité parce qu'on aura trouvé le bon modèle et qu'on fabrique et qu'on devienne le leader d'une filière économique du traitement de la batterie à l'échelle caribéenne, pourquoi pas? Il y a quand même des talents économiques en Martinique, des entrepreneurs de qualité, des gens qui réfléchissent sur ces questions-là. Je sais que l'association Entreprises et Environnement mène des réflexions, fait des recherches dans cette voie-là. Donc j'espère que toutes ces bonnes intelligences vont trouver la clé parce qu'on n'a pas le choix. Il va bien falloir trouver une solution pour traiter ces batteries qui vont polluer nos sols si on ne fait rien. Comme pour le cyclotron et comme le PEPSCAN, avoir une unité ici. Oui. Mais ne pas faire la même erreur en exigeant d'avoir 2 équipements, En une dans Guadeloupe, chaque. allez. Voilà un exemple de bêtise, entre guillemets, qu'il ne faudrait pas reproduire à l'échelle des batteries, parce que là, ça ralentirait notre capacité à opérer de manière régionale en massifiant nos forces. Est-ce qu'on a déjà chiffré les dépenses que ça entraînerait, Ah ben, ce qu'on a cette chiffré, rationalisation alors non, on n'a pas chiffré le modèle économique parce qu'aujourd'hui, c'est disproportionné. Les usines de traitement ne sont pas du tout c'est plusieurs centaines de millions d'euros, donc c'est des sommes très importantes, avec des débouchés qui sont nuls en l'état actuel des choses. Ce qu'on a chiffré, c'est le transport. Donc ça, les concessionnaires aujourd'hui ont des devis pour pouvoir transplanter leurs propres batteries, les réexpédier. Et ce sont des sommes qui sont très importantes. On parle, je vous dis, pour traiter la totalité de nos batteries, on parle juste de transport d'un chèque de 15 millions d'euros, ce qui est quand même des sommes importantes. Ce qui veut dire que c'est répercuté sur le prix Bien de sûr. revient et le prix de la voiture. Bien sûr, tout ce qu'on dépense, on investit, il y a forcément un impact. Ça, c'est le système économique. Il faut bien comprendre que le prix de vente d'un produit intègre toutes les charges, y compris les charges vertes qu'on doit assumer et qu'au final, le consommateur finit par assumer. On va essayer de procéder à l'impact et merci beaucoup, Monsieur Dorina. Et aux effets, on va analyser les baisses budgétaires qui sont prévues en 2026 et leurs effets sur l'emploi, le coût de la vie, enfin sur nous, quoi, dans Outre-mer. Et c'est toi, ma chère, qui dois Oui, nous éclairer. avec un très grand plaisir. On a effectivement un budget 2026 avec une baisse historique et vraiment significative.
autour de 18 à 21% du budget de 2026 de la mission Outre-mer. Donc, on parle des autorisations d'engagement. Il faut bien distinguer les autorisations d'engagement et les crédits. Donc, les autorisations d'engagement de 18 à 21%, on va dire que c'est la ressource immédiate, et 5% en crédit de paiement, c'est également en baisse, et en notant, et ça c'est important, que les crédits disponibles servent à rémunérer non pas les engagements futurs ou présents, mais les engagements passés, les engagements déjà réalisés. Donc, pour faire court, il y a les crédits qui sont disponibles aujourd'hui permettent de rémunérer finalement les projets structurants qui ont déjà eu lieu et non pas les projets structurants à venir. D'accord? Donc, ça fait partie des décisions qui vont énormément faire grincer les dents dans nos outre-mer. Il y a plusieurs types de dispositifs. Il y a les dispositifs économiques qui sont particulièrement touchés. Je vais vous donner un exemple concret. Avec de lourdes coupes sur la LODEOM, la défiscalisation et les aides au fret. Je vais vous donner un exemple concret de coupe sur la LODEOM. La LODEOM, on en parle beaucoup, mais je ne sais pas si tous les téléspectateurs comprennent ce que c'est. C'est un dispositif, tout simplement, c'est un dispositif comme il y en a d'autres, parce qu'on en a besoin dans nos outre-mer, de ces dispositifs d'allègement fiscaux. Donc la LODEOM permet, par exemple, à un hôtelier, donc une entreprise, de pouvoir être allégé au niveau de ses cotisations et de ses charges sociales et patronales pour pouvoir embaucher plus de personnel et pour pouvoir, alors qu'il est extrêmement conditionné à la saisonnalité, à une compétitivité très forte de la Caraïbe autour de lui qui, elles, sont exonérées de charges sociales et de charges patronales, les pays anglo-saxons, etc. Ça lui permet de tenir une certaine compétitivité en tant qu'entreprise par rapport non seulement à son environnement, mais également par rapport à sa situation extrêmement saisonnière, extrêmement fluctuante. Donc, si aujourd'hui la LODEOM est coupée et n'existe plus, on a une majorité d'hôteliers, mais je pourrais donner d'autres exemples d'entreprises, c'était pour vous parler concrètement, qui disparaissent. D'accord? Donc, qui dit disparition d'entreprise dit non seulement une compétitivité réduite, dit non seulement des salaires inexistants, et donc dit une vie encore plus chère. Voilà. Donc, je vous ai pris un exemple concret pour vous expliquer quels peuvent être les impacts de cette baisse drastique. 18 à 21%, c'est une baisse que l'on peut qualifier de drastique. En plus, on a une trajectoire qui est confirmée par le programme Conditions de vie outre-mer. On a également sur les conditions de vie, donc on n'est plus sur le volet social, j'ai parlé du volet économique, on n'est plus sur le volet social, sociétal de la Martinique, qui va être nécessairement extrêmement impacté. Quel est finalement ce qu'on peut conclure de cette situation? Ça faisait plusieurs années qu'on parlait de ces... c'est pas non plus catastrophique, ils sont maintenus, ces dispositifs. Ouf. Mais Ils sont réduits. Ils sont réduits. on voit une réduction, on ne peut pas non plus présager l'année prochaine d'une réduction ou l'année d'après, mais en tout cas, on voit qu'au fil de l'eau, les dotations, les aides, et des aides qui sont vraiment des appels d'air plus que des aides aujourd'hui. C'est-à-dire que si ces aides n'existent pas, ce ne sont pas c'est pas supplétif, c'est-à-dire que c'est vital pour une entreprise d'en bénéficier. Eh bien, on va de plus en plus vers cette sorte de désengagement, et d'aucuns parlent de virage ultralibéral de l'État français, de virage vraiment ultralibéral, sachant que finalement, comme ce n'est pas nécessaire au bon fonctionnement de l'État, la dotation des outre-mer devient extrêmement secondaire. Je crois qu'il faut garder un équilibre et raison garder également. Aujourd'hui, l'État, il faut le comprendre, même s'il souhaite, à mon avis, conserver ses outre-mer, il a d'autres priorités. Et ces priorités, on les connaît. C'est un énorme retard numérique à rattraper. Alors, ce n'est pas du tout des réseaux sociaux. On parle de ce dont on parle sur ce plateau depuis plusieurs sessions, et c'est très important, de l'intelligence artificielle. On parle d'intérêts géostratégiques, on parle d'intérêts géopolitiques qui doivent maintenir la nation française et plus globalement la souveraineté européenne. Donc c'est capital, sans mauvais jeu de mots. Plus
les fronts guerriers avec le financement, on l'a vu, du service national, mais le financement des ressources militaires, les besoins sur le front de l'Ukraine, mais aussi d'autres conflits qui peuvent se déclarer. Et enfin, pour terminer, oui, nous comprenons qu'aujourd'hui, l'État français et l'Europe commencent à définir clairement par l'économie de nouvelles priorités. Serait-ce une opportunité pour nous de développer les nôtres? Oui, je pense que cette conclusion est brillantissime. Mais il fallait y avoir pensé plus tôt. C'est un peu comme la relocalisation des usines après avoir tout fait faire en Chine. Faudra pagailler, hein, là, faudra mouliner là, pour rapatrier des usines, etc. Surtout les choses très subtiles comme les composantes électroniques et des choses comme ça sera difficile. Bon, alors on pourrait dire, mais ça fait coyo, mais enfin, c'est pas ça, c'est que nous sommes tous concernés. Parce que nous sommes autour de cette table conscients que ce n'est que du développement économique que l'on pourra maintenir l'emploi et que l'on pourra envoyer les enfants à l'école et puis payer les charges sociales et puis payer la sécurité sociale. En parlant de charges sociales, j'ai ouvert quand j'ai vu cette fiche que tu as traitée, j'ai ouvert mon armoire pharmaceutique et j'ai vu au moins 5 ou 6 médicaments qu'il faudra prendre et jeter. Mais tu vas développer ça, tiens. Oui, alors il existe une revue qui s'appelle la revue Prescrire Oui, et qui, chaque année, en fin d'année, dresse une liste des médicaments dont elle déconseille l'utilisation. ouais. Et donc, au mois de décembre, il y a quelques jours, la liste de ces médicaments est parue. Alors, juste une précision avant d'indiquer comment il fonctionne. C'est une revue médicale indépendante qui est composée de professionnels, pharmaciens et médecins. Et le regroupement de ces professionnels existe depuis des décennies, mais la revue elle-même existe depuis 2013 et chaque année, donc elle fait, état, elle dresse cette liste et ce bilan. Et cette liste comprend 108 médicaments et sur ces 108 médicaments dont l'usage est déconseillé, il y en a 89 qui sont, en circulation en France. Parce qu'il y en a tous ne le sont pas, mais il y en a quand même 89. Et alors, comment il détermine la liste de ces médicaments? Il regarde, la balance entre avantages et risques. C'est-à-dire qu'un médicament, peut être, efficace, mais les effets secondaires peuvent être tellement importants qu'ils vont le déconseiller. Donc ces médicaments, l'efficacité est reconnue pour la pathologie, mais ils vont quand même déconseiller parce que les effets secondaires peuvent être gravissimes. Il peut s'agir aussi de médicaments qui sont, trop anciens, parce que trop anciens et de nouveau des médicaments présentent plus d'avantages sans, qu'il y ait, Des risques. de risques. Donc ils vont mettre les anciens médicaments sur la liste. Mais ils vont mettre aussi sur cette liste des nouveaux médicaments parce que la démonstration n'a pas été faite que leur efficacité et leur absence d'effets secondaires est supérieure aux médicaments anciens. Donc, c'est une analyse qui est vraiment une analyse approfondie. Et alors, tu as parlé tu as ouvert ton armoire à pharmacie. Il y a notamment un médicament, parce que, bon, que je ne l'utilise pas, mais dont le nom, j'ai entendu autour de moi, c'est le Smecta. Ah oui, C'est un médicament qui est utilisé contre. omnipotent, Oui, omniprésent. oui, Oui. et donc, et celui-là, il est vraiment déconseillé parce qu'ils indiquent que l'efficacité est douteuse et que les effets secondaires, les aléas il y a des risques Mhm. parce qu'il y a du plomb dans la composition et que ce plomb peut avoir donc des effets secondaires. Il y a également des médicaments qui sont pour les femmes ménopausées qui prennent des médicaments pour les bouffées de chaleur, Ouais. etc. Donc ces médicaments sont déconseillés. Il y a également des médicaments contre les troubles gastriques, parce que là aussi, il y a même des risques d'allergie graves avec quelquefois des gens qui ont fait des œdèmes de Coinck. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut noter, c'est que c'est une revue qui est vraiment faite par des professionnels. Et dans l'historique du fonctionnement de cette revue, il y avait au départ des financements publics et ils ont fait en sorte d'être complètement indépendants de tout financement extérieur, qu'il soit public, qu'il soit privé. Ils ne fonctionnent qu'avec les ressources propres des abonnés. Donc l'indépendance est totale. Il n'y a aucun risque de pression des laboratoires.
Et donc c'est une indication à la fois pour les médecins et les pharmaciens, mais également pour les patients. Ce qui veut dire qu'ils sont suffisamment sûrs de leur diagnostic, enfin, Mmh. de leur analyse pour ne pas subir de répression judiciaire, donc de Tout à fait. poursuites de la part des laboratoires. Tout à fait, parce que ce qui c'est vraiment moi je crois que ce qui c'est vraiment, la balance qu'ils font. Parce que chaque fois ils indiquent l'intérêt ou bien quand il y en a pas du tout, parce qu'ils disent par exemple, il y a certains médicaments, si on met un placebo, ça a le même effet, donc par conséquent, ils vont le retirer de la liste. Ouais. Mais il y en a d'autres qui vont bien reconnaître l'utilité du médicament contre la pathologie. Donc le laboratoire qui le conseille, eh ben, ils vont pas aller à l'encontre. Mais par contre, ils vont compléter en disant: «Mais l'effet secondaire est beaucoup trop important». Et ça, effectivement, celui qui fait le médicament ne va pas il va se signaler, hein, mais il y a pas l'étude. C'est ça qui est intéressant dans cette revue, c'est qu'ils ont plus de 10 ans de comparaison d'études, puisque ils ont des médicaments sur les 108 médicaments dont j'ai parlé, il y en a 4 qui ont été enlevés des listes précédentes et 2 qui ont été ajoutés. Donc il y a une continuité dans la comparaison des avantages et des risques. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on prend un médicament, il faut lire attentivement la Ah oui, posologie, les a prescriptions, absolument, et puis il faut absolument. s'attendre éventuellement à des contre-effets. Ne soyez pas malade, hein, je vous déconseille. Jingle pour un petit sujet de société. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si réellement on vit dans un monde réel. Et avec le sujet qu'Emmanuel va traiter, la question est la suivante. Trump a confirmé les pires craintes des Européens. Leurs dirigeants européens sont-ils prêts à lui tenir tête maintenant? Emmanuel, à quel moment les gens vont arrêter de courber les chines? Trump regarde le monde comme un vaste marché vis-à-vis duquel il faut mettre de la pression et du rapport de force. C'est sa vision d'homme d'affaires. Il faut conquérir des marchés, il faut faire des bras de fer, il faut faire des deals. Et donc l'Europe, pour lui, c'est quoi? C'est un ensemble assez vaste qui, si l'Europe était unifiée et forte dans sa composition unifiée, Oui, devenait un adversaire trop important pour lui. Et donc, son objectif, il est de fracturer tout ça pour pouvoir établir des relations directes avec chacun des États qui sont forcément beaucoup plus faibles et qui pèsent beaucoup moins lourd aux États-Unis. Et donc, l'enjeu, il est simplement d'affaiblir le système de l'Europe parce qu'il a une approche du monde qui est d'abord contre le multilatéralisme. Ça, c'est quelque chose, et il s'en est pas caché quand il a pris le pouvoir, hein. Très clairement, c'était sa litote. D'ailleurs, il s'est désengagé de toutes les organisations multilatérales. Et donc, il aborde l'Europe avec une stratégie clairement dessinée pour la fracturer. Et comment il s'y prend? Alors d'abord, une fois qu'il a dit ça, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en Europe même, eh bien, aujourd'hui, à l'heure où on parle, la moitié des populations européennes considèrent aujourd'hui que les États-Unis ne sont plus un allié comme ça l'était avant, mais devient presque un ennemi. quand même, oui. C'est quand même incroyable. C'est un vrai virage, hein. On n'était jamais arrivé à ce niveau de perception d'un allié historique. Et aujourd'hui, les gens considèrent que Trump comme étant l'ennemi de l'Europe. Ça, c'est une réalité, et quels que soient les États qui constituent l'Europe. La doctrine de Donald Trump, c'est donc l'unilatéralisme autour du principe America's First. Et donc, ce qui compte, c'est d'abord le succès des États-Unis. Et s'il faut derrière sulfater les espaces qui l'environnent, Il mitraille. et il mitraille, il n'a pas d'état d'âme. Mm. Parce que ce sont ses intérêts, enfin, ce sont les intérêts américains qui passent bien avant la cohésion occidentale dont il était garant jusque-là, en fait, dont les États-Unis étaient garants jusque-là. Donc là, il y a un changement de doctrine en profondeur. Et pour y parvenir, il utilise un ressort qui est très efficace, notamment dans les pays d'Europe, qui est le ressort du nationalisme. Et c'est pour ça que Trump est très favorable au soutien des partis d'extrême droite ou des partis nationalistes,
Parce que par essence, ces partis-là ne sont pas dans une logique de construction européenne. Ils sont dans une logique de recentrage sur leur périmètre. C'est ça. Et donc, c'est forcément gagnant pour les Américains, enfin pour Donald Trump en particulier, de servir et d'aider les pensées politiques qui veulent se recentrer sur leurs petits espaces nationaux. C'est ça la logique de Trump. Donc c'est pour ça que Trump aide les partis d'extrême droite ou les partis nationalistes, pas forcément d'extrême droite d'ailleurs, mais les partis qui considèrent que l'Europe n'est pas une vision d'avenir pour eux. Ouais. Parce qu'il a besoin d'affaiblir l'Europe, pas forcément de la détruire, ce n'est pas son ambition, mais au moins de l'affaiblir et de la morceler. C'est ça son objectif. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire. Donc, effectivement, la France toute seule, l'Italie toute seule, l'Allemagne toute seule, bah, ce sont des pays qui deviennent des interlocuteurs beaucoup plus petits face aux États-Unis, face à la superpuissance américaine. Et donc là, les deals se gagnent beaucoup plus facilement quand ce rapport de force est ainsi établi. Daniel, Oui, merci. moi, j'ai une pensée émue pour les lycéens et étudiants qui étudient la géopolitique, l'histoire du monde, l'histoire des institutions, parce que bon, ben, ils ont appris la Seconde Guerre mondiale, la création de l'ONU, la création d'institutions, et tout ça vole en éclats. Et les professeurs ne peuvent pas avoir d'outils pour leur dire quel est le monde de demain qui est en train de se construire. Donc, et c'est source d'angoisse, hein. Absolument. Pour les étudiants et dans le milieu, chez les jeunes, on considère que c'est une situation qui a un impact sur leur santé mentale. Quand ça fait très, 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 très longtemps, quand j'étais en terminale, j'ai vécu avec une certaine délectation l'arrivée des coopérants au lycée Chelchea. Au lieu de faire le service militaire, ces jeunes profs venaient enseigner. Il y avait l'un d'entre eux qui avait force statistiques, tableaux, chiffres, nous expliquait que l'Europe était capable de lutter, de résister à l'Amérique et même d'avoir des relations, peut-être des relations bienveillantes, réciproques. Mais qu'en tous les cas, il fallait considérer qu'il y avait un affrontement entre ces deux blocs économiques. Et puis ensuite, vous avez vu que l'Europe s'est agrandie, le un peu artificiel, 15, 12, 13, 20, 27, ça va à combien? 28 maintenant? 28 États. Et je me suis dit, il avait tout faux. Et puis brusquement, tu vois, c'est une sorte de communication extraordinaire de la pensée, cher ami. Et puis maintenant, ça explose. Et je me dis, mais monsieur, t'es ni raison. Monsieur, t'es ni raison. Jingle. Oui, j'étais coincé avec un jingle, mais tu voulais dire quelque chose. Je comprends. Non, j'ai une pensée forcément pour le général de Gaulle, quoi, parce qu'il avait une attitude vis-à-vis des Américains qui était quand même Très assez méfiante. méfiante des Américains. Et deuxièmement, effectivement, on a pu assister depuis après la Seconde Guerre mondiale, je voudrais dire, à une espèce de situation où les Européens presque flattaient les Américains. Ouais. Et vous savez que Obama avait déjà, il n'était pas comme Trump, mais il avait déjà marqué sur certains points, non pas sa défiance, quoi, mais son attitude particulière par rapport aux Européens. Donc l'Europe n'a qu'une solution, c'est se reprendre en main, quoi. Et puis ne pas avoir ce complexe. Ça se manifeste partout, hein, dans les entreprises, partout, on est les Américains, le cinéma américain est prépondérant partout, la musique américaine. Donc, il faut se réveiller. Voilà. Oui, pas vaché, pas vaché, pas vaché. Jingle, culture. On a déjà fait le jingle. Donc, Daniel et moi, et puis Emmanuel, certainement, on ne vous aura pas vu, vous êtes des mauvais élèves, Christian et Frédéric. On a participé Au vernissage. au vernissage, ou en tous les cas aux événements autour de l'exposition sur les Kalinago. Et ça m'a donné une tape sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, sur le plan du cœur et tout. Et puis Daniel va vous expliquer pourquoi. Oui, alors moi, sans avoir vu l'exposition, j'avais proposé qu'on parle du livre aux origines, le livre qui est le catalogue de l'exposition, mais qui n'est pas que le catalogue. Et ça, je pense qu'il faut le souligner. Vous avez vu déjà l'épaisseur. L'épaisseur, ce n'est pas un catalogue, c'est un livre. Et c'est un livre qu'il faut avoir. Moi, vraiment, je conseille à tout Martiniquais d'avoir ce livre parce que c'est une appropriation de notre histoire. Et de notre histoire parce qu'on a, comment dirais-je, la mauvaise habitude
de faire démarrer notre histoire au début de la colonisation. Or, notre histoire elle a des millénaires, elle remonte à plus le territoire sur lequel nous sommes, c'est-à-dire que les objets que vous voyez en vitrine et que vous pourrez voir à l'habitation Clément, c'est sur notre sol qu'ils ont été pris. Donc c'est là qu'ils révèlent l'existence de populations qui avaient une civilisation. Et donc ce livre nous donne toutes les clés pour comprendre ce monde caribéen. Alors, les grandes Antilles avec les Taïnos et les petites Antilles avec les Kalinago. Et donc, c'est une première chose. Et puis ensuite, l'exposition. Il faut effectivement que. Moi, je pense que même sans ça, mais j'invite vraiment tous les Martiniquais à aller voir cette exposition qui est extraordinaire. Elle est extraordinaire déjà par la scénographie. Quand vous entrez dans cette exposition, vraiment, vous rentrez dans un univers. Et cet univers vous permet, lorsque vous déambulez à travers les pièces qui sont présentées et qui viennent de partout, ça vient de la Martinique, ça vient de la Guadeloupe, ça vient de Porto Rico, ça vient de Saint-Domingue, ça vient de France, ça vient des musées Du d'Europe, Vatican. ça vient du Vatican, ça vient des États-Unis. Il y a eu un travail extraordinaire et, ça nous permet de prendre conscience de ce qu'était cette civilisation. Et il y a les scénographes ont eu la bonne idée aussi de ponctuer l'exposition de créations modernes. Alors vous avez des créations de bijoux qui sont inspirées de l'art de l'art des Caraïbes, mais vous avez également des peintres comme Victor Anisset, comme Osier Lafontaine. Donc ça nous montre la continuité en fait, et ce n'est pas anodin qu'il y ait cette conjonction entre l'ancien et le moderne. C'est parce que quand vous ressortez de là, vous avez l'impression que vous pouvez vous appuyer sur des centaines d'années d'existence. Vous avez une identité qui est renforcée. Et ça, je crois que c'est plus que tout des discours politiques. C'est extraordinaire l'effet que cette exposition produit sur celui qui va le voir. Et puis, il y a l'esthétique, la beauté, et ça vient de surcroît. Donc, non, vraiment, il faut vraiment saluer cette exposition qui est offerte aux Martiniquais et à la Caraïbe, parce que la présidente du Commonwealth de la Dominique, qui était présente pour cet événement, ainsi que la chef Kalinago du territoire de la Dominique, ils ont tous les deux dit qu'ils vont inciter les Dominicains de Dominique à venir voir, parce que la chef Kalinago a pleuré quand elle a vu les objets, parce que c'est la première fois qu'elle voyait autant d'objets de son peuple. Et donc, ça lui a fait un effet Absolument. extraordinaire. Donc, vraiment, vraiment, n'hésitez pas, allez-y. Reconnaître l'apport amérindien à la créolité martiniquaise, ce n'est pas ajouter une couche mémorielle de plus, c'est refuser une vision tronquée de notre histoire, c'est affirmer que la Martinique n'est pas seulement née de la rupture coloniale, mais aussi une continuité plus ancienne, longtemps niée. Ça veut dire que je ne suis pas né dans les cales du navire, je ne suis pas né parce qu'il y avait des gens qui s'appelaient des Saxons, des Irlandais, je ne sais pas quoi, qui s'appelaient Ron Carter, où le nom a été changé, modifié. Il faudrait que je fasse des recherches terribles pour les retrouver. Je suis né, entre les cas, sur cette terre, comme tu l'expliquais, je n'ai pas plagié ce que tu as dit, d'une tradition. Donc les lieux me le disent, la cuisine me le disent, les outils, les instruments que j'utilise me le disent, mais vous le savez très bien. Les noms d'endroits, l'appellation de pays Madinina me disent que je suis Kalinago. Je trouve ça très puissant. C'est-à-dire que j'ai 6000 ans derrière moi. Je ne suis pas né dans les cales de la vie. Qu'est-ce qu'on fait après ça avec mon envolée lyrique là? On fait la musique, c'est ça? Oui. Jingle, musique. Question, je te laisse présenter. La semaine dernière, on a parlé un peu des chansons de Noël. Hein, et on a parlé notamment des cantiques. Alors, j'ai envie de commencer en chantant. Maman est là pour un cantique là, pour nous ça chanter Noël. Noël, ben oui. Mêlons nos joies et nos cœurs et chantons à l'unisson. Noël. C'est le bagaille qui n'est pour nous. C'est Noël pays nous, hein. Pendant des yeux nous ouverts, en nous chanter Noël. Et en cœur. Noël. Voilà, c'est ça. Alors, le deuxième couplet, c'est pour nous les Martiniquais, période Noël à sacré, parce que nous ni la foi en Dieu, nous qu'à croire qu'on les aïeux. Noël pour nous, c'est la vie, Noël pour nous, c'est la joie.
Puisque Jésus qui a venu, on nous chantait Noël. Et puis Ah, Noël. donc, ça, c'est Loulou Bois-la-Ville. Ça, Ouais. c'est Loulou. Ah ouais. Voilà. Je me dis quand. Tu as presque vous tout savez dit. que- Tu as presque tout dit. Oui. Nos cantiques, on le disait, se sont exportés en Guadeloupe partout. Et je dis, quand on dit pour nous les Martiniquais, alors qu'est-ce que les Guadeloupéens, pour nous les Guadeloupéens. Voilà, c'est ça. C'est Oui. comme forme Martinique Ça, d'où, Guadeloupe, on dit forme Guadeloupe d'où. De- Mais ça vient de la Martinique. Les cantiques, me semble-t-il, dans leur traduction. Alors, oui. Voilà. Alors, Loulou Bois-la-Ville, j'ai décidé d'en parler parce que on le connaît, enfin, les jeunes générations ne le connaissent pas, mais il a quand même tellement fortifié, à mon avis, le patrimoine martiniquais qu'il doit être reconnu. Il est né en 1919, il est décédé en 2001, il avait 82 ans. Loulou, c'est un itinéraire extrêmement riche, c'est un répertoire dense, on va voir. C'est une contribution éclatante au patrimoine, au carnaval, à la Noël, et puis avec d'autres chansons. C'est le fondateur des ballets martiniquais, du groupe folklorique martiniquais dans un premier temps, des ballets martiniquais Après, qui ont animé, je le dis, dans les grands hôtels, toi qui aimes le tourisme. Il fut un temps, les ballets jouaient tous les soirs dans les hôtels avec Susan Sainte-Rose. Il y a eu Monsieur Bonjour également. Hein, vous vous rappelez l'épisode des seins nus. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça. Voilà. Mais Loulou, c'est un personnage qui a contribué à tout ça. Alors, on va voir déjà une première vidéo. J'ai choisi pour que vous entendiez bien sa voix, puisqu'il avait une voix aussi assez remarquable. Qu'est-ce qui frappe à ma porte? C'est moi l'amour, C'est roulant mon depuis qui c'est temps. moi père douce. Et ben on est carré mon père. Ah, depuis 2 Ça heures, qui fait encore. ah, puis qu'à Et mouiller mes moi. fois t'as l'air pétrempé en passant. C'est parti en bas. Ouvert la porte, bah moi, Ah ouais frère. bah moi anti-beau, Qui ça? de Thibaut, Ça on vient chercher un ou d'être garé. bah moi anti-beau, Monsieur, de pas mes Thibaut, millions dans les trois rues. Thibaut l'amour, bah moi anti-beau, 2 Thibaut, 3 Thibaut, bah moi tout ça au lait, pour soulager que moi. Ah ouais frère. Allez monsieur, allez la compagnie. Loulou Bois-la-Ville, avec Simone, son épouse, qu'on a bien connue. Alors, Loulou, c'est un répertoire. Martinique, toi, belle maison, mais pour vous ignorer, ouais, pays ouais. assez en paradis. Voilà, faut que vous visiter. Tu vois comment ils sont déjà dans la dynamique de l'attractivité. J'espère que, voilà. Que le micro est là. C'est Hermoncia, c'est même, ouais, on va écouter tout à l'heure, c'est la sirène qui a magnifié Edith Lefel. C'est grand, la divinité grand. C'est Madame, abandon, on va entendre en nous chanter Noël. On va avoir une deuxième vidéo avec l'homme sans tête. Effectivement, ça a été une histoire dont on a parlé. Je laisse Loulou, je laisse Racontez. découvrir. Plusieurs reprises, mon cas, noyer l'église de Saint-Ville, noyer la cathédrale, personne n'a pas arriver à voir l'homme sans tête. Alors, le médecin 5 heures, mais c'est à midi fait. L'église vide, personne n'a pas sortir pour aller le mettre, il n'a pas rencontré l'homme sans tête. Yo dit il sorti Sainte-Marie, yo dit il rive par avion, yo dit il vini d'Amérique, pour lui te fait la politique. Yo dit c'est à Monsieur Léon, yo dit c'est à Manza Julie, il n'y des yeux, il n'y bouche li, mais tout ça dans l'estomac li. Voilà. Alors, Loulou, je le dis, c'est beaucoup de visites dans le monde avec les ballets. Vous savez qu'en 1974, à Munich, c'est eux qui ont ouvert les Jeux Olympiques avec Susan Sainte-Rose. Donc, on s'exporte depuis très longtemps. Ouais. Et puis, Loulou, c'est aussi un répertoire qui a nourri un petit peu la Martinique, hein, qui a été repris par pas mal de groupes. Et on va voir effectivement Les reprises. Hermancia, Ouais. avec des arrangements de Jackie Bernard et le groupe Malavoie. Oui. Maman moi qui tire moi l'école autant, moi de moi qui métier moi les apprendre. Moi dit li métier jouer clarinette autant, mais si bon Dieu il choix qu'elle fait quelque chose il dit bon. Hermancia chè sur même moi, sur content moi, sur jaloux moi de tout. Hermancia chè sur même moi, sur content moi, pas quitter moi. Chè sur même moi, sur content moi, sur jaloux moi de tout. Chè sur même moi, sur content moi, pas quitter moi. Alors, manifestement, vous ne connaissiez pas l'épisode des seins nus. On ne va pas étendre dessus, mais c'est vrai qu'il semble que M. Bonjour, qui était un Suisse et qui avait pris le management des ballets, avait proposé qu'ils se produisent en Europe, notamment avec les seins à l'extérieur. Quoi. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est Et la ça fait un vue grand tollé. exotique
Tout à fait. C'est de la- Ça a fait un gros tollé en Martinique. Et d'ailleurs, bon, ça a créé beaucoup de turbulences. Voilà. Mais Loulou, je reviens à Loulou, il avait la musique en lui. Vous étiez à côté de Loulou, il inventait une chanson tout de suite. Et il tapait, en même temps, il avait le sens du rythme. Donc, il avait les paroles, ça lui venait tout à fait naturellement. Et puis, c'était un homme très aimable, tout comme Simone, son épouse. Alors, on va voir une autre vidéo que je vais commenter après. Alors, il s'appelle, vous le connaissez un peu, Xavier Belin. C'est un jeune pianiste, il est passé dans les festivals jazz à Vienne, il est passé partout. Il n'y a pas très longtemps, il était à l'Atrium. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces jeunes s'approprient ces mélodies et les déploient avec toute leur connaissance. C'est ça qui est Ah oui. extraordinaire, de voir comment le patrimoine peut être rendu contemporain grâce à des contributions comme cela. Voilà, c'est pour ça que j'ai tenu à passer. Tu voulais parler un petit peu des Saint-Louis Non, 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 on non, a non. fini. Non, On non. a fini avec ça. Non, il n'y a pas de... On va passer ton dessus. On va passer de- voilà. Bon, en tout cas, voilà, on a écouté Xavier Belin. Alors, Loulou a participé aussi à des chorales. Loulou a une discographie très importante. Il a un répertoire qui est, je l'ai dit, qui est extrêmement intéressant. Et pour terminer, je vais vous proposer une vidéo également avec un jeune aussi qui a repris un titre de Loulou. Et ça s'appelle Désespoir. C'est une mazurka qu'on connaît, mais on ne sait pas que c'est Loulou qui l'a écrite. C'est ça. Voilà. Toutes les lignes à présent, la vie qui a passé, c'est un sel où lélé. La vie a cher, la vie arrête, et malgré qu'à piger. Travail la vie n'ira, l'argent disparaît, faut boire et faut manger. Si ça continue, qui gêne, qui vient, tout ça qui est passé. À présent tout partout, ça qui a passé, c'est un sel où lélé. Il s'appelle Michael Christine. C'est ça. Voilà. Alors, il n'est peut-être pas connu, mais j'ai trouvé c'est intéressant, cette Absolument. vidéo. Surtout, et puis il joue très bien ce titre qui, encore une fois, qui parle de la vie chère hein, et qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça me rappelle, la semaine dernière, j'ai parlé d'un titre aussi qui s'appelle Petit poisson, 700 francs. Kilo poisson, 700 francs. 700 francs, c'était 7 francs. Oui. C'était 1,10 €, quoi. Un C'était kilo de le poisson. kilo de poisson. Qui est Et maintenant- nous avons crié qu'il maintenant- était cher. Et maintenant, il est à 16 €. Tout à fait, voilà. Donc voilà. Donc j'ai tenu à vous faire partager Oui, Loulou merci. Bois-la-Ville. C'est encore une fois, c'est vrai que je l'ai connu, donc il y a une affectivité particulière que j'ai connu son épouse qui me faisait du chourb à chaque Noël. Voilà, et c'est ça. Et donc, mais Loulou, il ne faut pas oublier Loulou parce que les ballets martiniquais, c'est Loulou Bois-la-Ville. Ouais, ça fait partie du patrimoine. Ouais, et il m'avait raconté qu'un jour, un préfet lui avait dit, mais ce que vous faites là, vous auriez pu présenter ça dans les hôtels. Et ça a été le démarrage d'une longue série de représentations des ballets dans tous les hôtels de la Martinique. Hein. Il y avait le Méridien, il y avait le Bacroix, il y avait le Diamond Rock, voilà, et tous les soirs, il y avait les ballets à l'hôtel. Alors, et sur les bateaux de croisière aussi, il y avait effectivement et du temps de l'Office du tourisme, de M. Gouranel, il y avait régulièrement, quand les bateaux arrivaient,
ils Oh, l'ont ça, fait. ça recommence, j'ai l'impression. Depuis quelque temps, j'ai l'impression Ben, que, j'espère. que- Mais les artistes, ils jouaient dans le bateau, hein, Hein? dans les, si vous voulez, voilà, dans la Dans les salle, dans la salons. grande salle du bateau, et tous les étrangers découvraient. Donc, si vous voulez, il y avait déjà cette sensibilité de relier la culture, les arts et le tourisme, quoi, voilà. Et donc, Loulois est un artisan de la première heure. Voilà. Vous avez réalisé que, pas seulement avec les chants de Noël qui explosent de partout, mais c'est par l'atmosphère, la bienveillance, la douceur, les relations entre nous, que nous sommes, malgré les élections municipales, que nous sommes à l'époque de Noël, de bientôt la naissance de monsieur qu'on appelle Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle je vous invite la semaine prochaine pour que nous continuions cette introspection culturelle et que nous puissions réellement montrer que, pour une fois, on ne sera pas contre-temps, on sera vraiment à l'époque de Noël. À la semaine prochaine.